Public Sénat et l'AMF, avec le soutien d'EDF, inventons ensemble votre avenir énergétique, et la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, présente le 100e congrès des maires de France. Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat pour suivre le dernier jour de ce 100e congrès des maires de France. Nous sommes toujours installés ici au cœur de ce congrès et le temps fort de cette journée, ça sera bien sûr le discours d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui sera présent ici cet après-midi pour prononcer un grand discours devant les maires de France, discours prévu pour durer 1h30 et c'est un discours qui est très attendu. Nous en parlerons dans quelques instants. Et puis dans quelques instants, nous suivrons également la table ronde de ce matin, table ronde consacrée aux finances, un sujet crucial pour les maires. Il sera notamment question de ce pacte financier que l'État veut signer avec les collectivités. Et Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, sera présent au cours de cette table ronde. Il viendra s'exprimer devant les maires. Nous le suivrons, je vous le disais, en direct dans quelques instants. Et pour nous accompagner, Jean-Baptiste Fauré. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Ariane. Vous êtes avec nous depuis 3 jours. Vous êtes le rédacteur en chef délégué de la Gazette des communes. Alors on le disait, Jean-Baptiste, bien sûr, le temps fort de cette dernière journée du Congrès des maires, ce sera le discours d'Emmanuel Macron, le président de la République. Il est très attendu ici par les maires de France. Oui, c'est le baptême du feu d'Emmanuel Macron. Depuis Nicolas Sarkozy, une jurisprudence veut que le président de la République parle devant les maires lors de la première année de son mandat. Donc Emmanuel Macron ne faillit pas à la tradition. Il lui faudra quand même créer un lien particulier avec les maires. François Baroin, qui est président de l'association des maires de France, a tendance à dire au président de la République il y a vous, il y a nous, et sinon il n'y a que des points d'interrogation. Donc évidemment, c'est sur cette relation-là, sur cet aspect peut-être même un peu tripal du discours qu'Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui. Alors Emmanuel Macron, il a tenté de déminer le terrain. Il se sait très attendu par les maires qui sont très en colère. Emmanuel Macron, il a donc reçu 1500 d'entre eux hier soir à l'Elysée. Aurélien Romano y était, je vous propose de regarder son sujet. À l'arrivée, beaucoup de selfies. 1000 maires sont reçus à l'Elysée pour fêter le centenaire de l'AMF dans une ambiance respectueuse mais très joviale. À la sortie, toujours des photos, mais pas mal de déceptions. Eh ben, je ne l'ai pas vu. Voilà. Bon, je suis très contente d'avoir vu le palais de l'Élysée, parce que c'est très représentatif de la République. Mais par contre, voilà, je n'ai pas vu Emmanuel Macron. Vous avez quelque chose à lui demander en particulier ? Ah oui, qu'il aide les petites communes rurales, parce que je ne suis pas sûre que ça fasse partie de son programme. En tout cas, on n'a rien vu et rien obtenu. J'ai l'impression que c'était juste un buffet pour se retrouver entre nous, ce qui n'est pas désagréable d'ailleurs, mais je sais pas forcément ce qu'on attend du président de la République. Certains ont eu la chance de voir le président, mais à peine le temps d'une photo. Bon, on a fait des selfies avec lui, on a pu discuter, se présenter, on a vu son épouse. Je l'ai vu, oui. Je lui ai même dit 2 mots, on a pris une petite photo ensemble. Toutes les régions sont représentées, ainsi que toutes les tailles de communes. Toutes les étiquettes politiques aussi. Mais c'est la même inquiétude qui domine, celle des dotations avec la fin de la taxe d'habitation et l'abandon des emplois aidés. Par quel impôt pérenne on remplace la taxe? Quel est l'impôt existant qu'on nous transfère pour qu'on retrouve de l'autonomie fiscale? Et ça, je crois que ça sera une discussion qu'on aura dès l'an prochain. Parce que si jamais on nous enlève les emplois aidés, nos communes rurales qui vivent du tourisme vert, elles sont mortes. Il n'y a que quelques maires en marche pour soutenir l'action du gouvernement sans réserve. J'ai confiance et je pense que les engagements qui ont été promus lors de la campagne électorale et législative par ma parole seront tenus par le président de la République. Le vrai test, c'est avec les 10 000 maires qui écouteront le discours d'Emmanuel Macron. Sera-t-il sifflé comme ça avait été le cas en 2014 pour François Hollande? Les maires présents ce soir ne le souhaitent pas, mais attendent des annonces précises. Jean-Baptiste, on vient de voir ce reportage hier soir à l'Elysée. On peut clairement parler d'opération déminage pour Emmanuel Macron? Oui, tout à fait. Cette réception, ce vin d'honneur à l'Elysée s'inscrit dans une opération de plus large envergure. Il y a d'abord eu le Premier ministre qui a donné une interview à notre publication, la Gazette des communes. Il y a eu ensuite la venue inopinée d'Édouard Philippe au Congrès des maires. C'est tout à fait inhabituel. L'usage républicain veut que lorsque le chef de l'État intervient lors d'un congrès,
Congrès, le Premier ministre ne prenne pas la parole en amont. Édouard Philippe a été envoyé en éclaireur. Il a déminé en partie le terrain. Il a été applaudi à l'issue de son allocution. On ne s'attendait pas à une telle ferveur des maires. Ça peut donner un indice sur la qualité de l'accueil qui sera réservé au président de la République aujourd'hui. En même temps, Emmanuel Macron savait ce qu'il faisait en envoyant Édouard Philippe. Édouard Philippe, c'est quelqu'un qui est apprécié ici chez les maires de France. Oui, tout à fait. Édouard Philippe, il s'est présenté en élu parmi les élus. Il a été membre des instances dirigeantes de l'association des maires de France. Il sait ce que c'est que de gérer un hôtel de ville. Il a mouillé la chemise pendant des années. Il a d'ailleurs été élu dans un fauteuil au Havre, qui est une ville communiste, qui est tout de même un tour de force. Et il n'a surtout pas joué la carte de la démagogie devant les maires. Je pense que ça a été finalement assez apprécié, mais le président de la République sera quand même attendu sur un autre registre. Les maires savaient qu'Édouard Philippe ne lâcherait pas grand-chose. Là, au-delà du respect, les maires attendent aussi un peu de monnaie sonnante et trébuchante. Mais quand on entend les maires à la sortie de l'Elysée, comme on vient de les entendre, ils ont plutôt l'air de camper sur leur position. Est-ce qu'elle a marché, cette opération déminage ? C'est tout le mystère de cet après-midi-là. Les maires ont l'air quand même assez en colère depuis des mois. En même temps, ce sont des personnages éminemment républicains qui ne sifflent pas facilement quand même le chef de l'État. Il y a un symbole qui serait quand même peut-être un petit peu délicat à porter pour eux. Ceci étant, on voit aussi parfois des opérations politiques qui peuvent être menées dans le cadre du Congrès des maires. Un certain nombre de gens issus de tel ou tel parti qui pratiquent des sifflets, d'autres qui font la claque, mais ça c'était un petit peu le monde d'avant. Il n'y a plus beaucoup de partis très constitués capables de mener une telle opération. Alors vous parliez de la venue d'Édouard Philippe mardi, mais pour cette opération reconquête des maires, eh bien tout le gouvernement, ou quasiment tout le gouvernement était présent. On a vu défiler pas moins de 15 ministres ici pendant 3 jours. Oui, la mobilisation générale a été déclarée. L'État a même lancé une circulaire destinée aux ministres, circulaire indiquant aux ministres qui devaient faire un peu la promotion, on ne peut pas dire la propagande des mesures prises à l'égard des maires. Et tous les ministres ont joué le jeu, ils se sont vraiment comportés en bons élèves. Ceux qui ont été élus par le passé l'ont dit et redit. C'était le cas d'Édouard Philippe qui a comparé l'État à une commune, vous savez ce que c'est, etc. Gérard Collomb, évidemment, ancien premier magistrat de Lyon, a été également sur ce registre-là. On a vu aussi Jacques Mézard, l'homme de la cohésion des territoires, aller au contact des édiles. De ce point de vue-là, le Congrès est plutôt une réussite pour le pouvoir, contrairement à ce qu'on pouvait penser jusqu'à présent. Il n'y a pas eu de sifflet, il n'y a pas eu de l'Asie, les ministres n'ont pas reçu de tomates. Donc bon, on verra bien cet après-midi. C'est quand même cet après-midi l'heure de vérité. Et on peut s'attendre à des sifflets, selon vous, cet après-midi, lors de l'arrivée d'Emmanuel Macron, accompagné d'Édouard Philippe, ceci dit, mais lors de l'arrivée d'Emmanuel Macron? Je suis pas capable de vous le dire. Là, je vois pas dans le mar de café. François Hollande avait été sifflé. François Fillon avait reçu un accueil extrêmement froid lorsqu'il avait suppléé Nicolas Sarkozy pour défendre la suppression de la taxe professionnelle. Bon, il faudra voir. Enfin, la durée que vous indiquiez du discours peut quand même être un élément. Je pense qu'au bout d'1 h 30, c'est quand même un peu plus difficile de siffler qu'au bout d'un quart d'heure ou 20 minutes. Donc, on peut assister à un discours assez technique, pour ne pas dire technocratique. La table ronde sur les finances locales que nous allons suivre dans quelques instants ne va pas tarder à commencer. Jean-Baptiste, il y a un sujet qui concerne aussi ces finances et sur lequel Emmanuel Macron, décidément, est très attendu cet après-midi. C'est cette réforme de la taxe d'habitation.
Oui, alors la réforme de la taxe d'habitation, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est-à-dire que les communes vont perdre 10 milliards de ressources propres si, comme le souhaite le pouvoir, la taxe d'habitation est largement exonérée au profit de 80% de foyers. C'est-à-dire que les communes vont perdre quand même une grande partie du lien entre les mairies et les administrés. Donc c'est un problème pour elles. Au-delà de ça, il y a quand même le contrôle des dépenses de fonctionnement à hauteur de 1,2%, un plafond de hausse de 1,2%. Et puis il y a aussi, on en parle moins, une sorte de super règle d'or qui va être mise en place pour les communes, règle d'or qui améliorée, qui exigera des excédents budgétaires de la part de collectivités. Alors là, les élus voient particulièrement rouge. Ils considèrent que c'est un retour à la tutelle d'avant la décentralisation. Ils craignent que les préfets exercent un pouvoir discrétionnaire auprès d'eux. Alors, dans cette table ronde que nous allons suivre dans quelques secondes et à laquelle notamment participera Gérald Darmanin, il sera aussi bien sûr question, Jean-Baptiste, de ce fameux pacte financier que l'État veut signer avec les collectivités. Oui, c'est le pacte financier, le contrat de confiance entre l'État et les collectivités. C'est tout du moins les éléments de langage du pouvoir. Pour les maires, le regard est quand même un petit peu différent. Les maires aimeraient que ce plan de rigueur évolue un petit peu. Ils souhaitent que les curseurs du plan de rigueur bougent un peu. Il semble que ce ne soit pas le cas sur les finances. D'après les échos qu'on peut avoir de l'Élysée, Emmanuel Macron tiendra sa ligne. Il devrait être droit dans ses bottes. Pas question de passer de 1,2 à 1,9 comme le souhaite Gérard Larcher. Enfin, c'est tout au moins les échos qu'on a. On n'est pas à l'abri tout de même d'une certaine surprise. Donc là-dessus, il faudra voir. En même temps, les maires sont en colère, mais finalement, François Hollande a mis en place une cure d'austérité, quand même, avec 28 milliards de dotations en moins. Là, ce n'est pas une cure d'austérité, c'est un plan de rigueur. C'est un peu différent et c'est un peu moins sévère pour les maires. Alors, Gérald Darmanin ne va pas tarder à prendre la parole. Il vient tout juste d'arriver dans la salle. Vous parliez de ce taux qui, lui, selon vos échos, ne changera pas. En revanche, ce qui peut changer, c'est le nombre de collectivités concernées par ce pacte financier, puisque là, Édouard Philippe a ouvert la porte sur ce sujet mardi. Oui, Édouard Philippe a ouvert la porte dans le droit fil du rapport produit par la commission, assurée notamment par Alain Richard, ancien ministre de la Défense et surtout ancien dirigeant de l'association des maires de France. Édouard Philippe souhaite qu'on passe de 320 à 600 collectivités. Ça veut peut-être dire que le contrôle sera moins sévère. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle pour les collectivités concernées. On suivra tout ça cet après-midi, Jean-Baptiste, puisque bien sûr nous suivrons ce discours d'Emmanuel Macron en direct sur Public Sénat et on va tout de suite se rendre en direct dans cette salle plénière pour suivre ce débat sur les finances et sur le pacte financier. C'est Philippe Laurent, le maire de Sceaux, le secrétaire général de l'Association des maires de France qui prend la parole. C'est lui qui a en charge ce dossier des finances à l'AMF. On l'écoute tout de suite en direct. Demandé, certes, de manière différente de ce qu'il l'a été dans les années précédentes, mais néanmoins avec un mécanisme qui conduit d'une certaine manière à l'encadrement des dépenses locales et à l'encadrement de l'endettement. Bien sûr, ceci vient s'ajouter à la suppression progressive sur 3 ans de la moitié de la taxe d'habitation payée par 80% des contribuables. Donc je voudrais simplement attirer votre attention, avant de céder la parole à Antoine, et je la reprendrai ensuite, sur l'importance non seulement du projet de loi de finances, ça c'est classique, mais aussi du projet de loi de programmation des finances publiques, donc qui prévoit cet encadrement de nos budgets locaux, dont nous estimons qu'il est contraire, attentatoire au principe même de la décentralisation. Antoine. Voilà, bienvenue à toutes et tous pour ce traditionnel débat finance. Avec Philippe, nous nous réjouissons de vous compter bien sûr parmi nous. Et je salue également Gérald Darmanin qui nous a rejoint, le ministre en charge, et qui restera un bon moment avec nous. Et puis l'ensemble des intervenants, dont André Léniel, le président du CFL et par ailleurs premier vice-président délégué de notre association.
Le premier point que l'on peut relever, qui nous préoccupe beaucoup, c'est que l'effort qui est demandé dans les projets de loi, et notamment dans le projet pluriannuel sur les finances publiques transmis à l'Europe, c'est que l'effort demandé aux administrations publiques locales est très important concernant la dette et plus important que celui demandé à l'État. Pour l'État, finalement, on se rend compte que ce qui est proposé, c'est qu'il y ait simplement un ralentissement du rythme d'accroissement de la dette à 4 points de PIB d'ici 2022, d'ici 5 ans. Pour les administrations publiques locales, et alors là c'est très préoccupant, c'est une baisse de 3,6 points de PIB qui est demandée alors que les collectivités locales financent, vous le savez, 70% de l'investissement public civil. La dette des collectivités locales, ce n'est pourtant que 9 points de PIB, donc 5,4 points pour le bloc communal. Et je parlais des investissements, il faut savoir que sur ces 70% d'investissements publics, 62% sont réalisés par les communes. Rappelons également que la dette de l'État se situe d'ores et déjà à 96,3 points de PIB, ce sont les chiffres 2016. Et donc ce que nous disons, nous l'AMF, c'est qu'il faut en réalité paramétrer l'effort de chacun au prorata de sa part dans la dette publique, ce qui n'est pas le cas dans ce qui est proposé pour l'instant. À toi, Philippe. Autre sujet de préoccupation qui nous semble là aussi mettre en difficulté les collectivités territoriales, l'ensemble des collectivités territoriales et tout singulièrement les communes, c'est l'encadrement des dépenses de fonctionnement qui est demandé, puisque aussi bien le gouvernement accepte une augmentation, parce que nous en sommes là, accepte une augmentation de 1,2% par an des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales, alors même que dans le même projet de loi de programmation des finances publiques, l'inflation pour les années 2021 et 2022 est évaluée en perspective à 1,75%. Ça veut donc dire 0,55 points de moins de progression qui nous serait consentie que l'inflation qui est elle-même envisagée. Mais ça va plus loin. Et vous avez pu le voir probablement, et les documents sont disponibles à l'entrée, vous savez que depuis près de 20 ans, nous publions l'indice des prix des dépenses communales. Ça fait 20 ans que nous calculons cet indice des prix. Jamais personne n'a contesté la validité de cet indice, ni l'INSEE, ni le gouvernement, personne. Et donc nous considérons que cet indice a donc une valeur tout à fait importante. Et lorsque vous regardez sur les 20 dernières années la progression de cet indice, il est en moyenne de 0,5 points supérieur à la progression de l'inflation subie par les ménages. 0,5 points. Ce qui veut dire que lorsqu'on affiche une inflation prévisionnelle à 1,75, en réalité, pour les collectivités locales et notamment pour les communes, c'est en fait 2,25%. Ce qui veut dire que lorsque vous comparez la progression consentie de 1,2 et la progression envisagée inflation plus 0,5, eh bien vous aboutissez non pas à un effort de 13 milliards en 2022, mais à un effort de 21 milliards en 2022 qui serait donc consécutif à l'adoption de cette norme de dépenses de fonctionnement. Si nous considérons qu'une norme de dépenses de fonction n'est pas du tout opportune et entrave les libertés locales, il en est de même de l'encadrement de la dette. Il y a déjà ce qu'on appelle la règle d'or, à savoir que nous ne pouvons emprunter que pour financer nos investissements, mais il est prévu une nouvelle règle qui comparerait l'autofinancement brut exécuté, la CAF brute, à la dette. Et ce ratio serait à moins de 13 ans pour toutes les communes de plus de 10 000 habitants et les EPCI de plus de 50 000 habitants. Si cette règle d'or dite renforcée n'est pas satisfaite, eh bien, il y aurait transmission des projets de budget à la Chambre régionale des comptes et au préfet, donc un retour de la tutelle. Nous considérons que l'imposition d'un tel ratio est contraire à l'objectif de relance de la croissance et il va pénaliser les investissements structurants. Nous le savons, la durée des emprunts est souvent adossée à la durée d'amortissement des équipements. Alors, si ce ratio dette sur CAF brut est de 13 ans, rappelons que l'amortissement des bâtiments est de 20 ans, celui des terrains de 30 ans, celui des équipements voiries de 30 ans et ceux de l'eau et de l'assainissement de 60 ans. On voit bien que ce ratio pénalise l'investissement structurant, je le répète, il ne tient pas compte non plus des revenus générés ou de la valeur patrimoniale de l'investissement réalisé. L'AMF propose de ne pas persister dans l'idée d'imposer un tel ratio qui serait contraire à l'objectif de relance de l'investissement public.
locale qui est tellement nécessaire à la croissance de notre pays. Alors, autre sujet très important qui est cette fois-ci dans le projet de loi de finances, c'est donc la suppression partielle de la taxe d'habitation. C'est un engagement du président de la République qui le met en œuvre. Nous avions dit à l'époque que nous n'étions pas en accord avec cette orientation et cette mise en œuvre rapide, peut-être précipitée, ne s'est malheureusement pas encore accompagnée d'une réflexion approfondie sur la substitution à la disparition de cet impôt. Peut-être ça viendra, on nous annonce cela dans la conférence nationale des territoires et nous participerons naturellement à cette réflexion. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, c'est donc à horizon 2020, et dès cette année pour à peu près un tiers, c'est à horizon 2020, donc la disparition de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables locaux, et d'ailleurs circule, puisque ça a été publié dans le cadre du rapport de la Commission des finances du Sénat, donc circule la liste de l'ensemble des communes de France avec la proportion donc des ménages qui seront donc exonérés commune par commune. Et donc vous pouvez trouver cela sans difficulté pour ce qui concerne votre propre commune. Alors la question qui se pose dans un premier temps, au-delà du principe même de déconnexion que ceci va générer entre les habitants et la commune, et la question qui se pose, c'est évidemment la question de la compensation. Alors le gouvernement s'est engagé sur une compensation intégrale. Ça n'est pas peut-être tout à fait encore exact et peut-être pas tout à fait encore clair, s'agissant notamment des collectivités qui seraient amenées à faire progresser leur taux d'imposition en 2018, puisque le dégrèvement serait calculé sur 2017. Et le système qui est proposé, enfin je ne vais pas parler à la place du ministre, mais le système qui est proposé, c'est qu'en réalité le contribuable paye quand même la partie correspondant à l'augmentation sur la part exonérée. Bon, donc ça veut dire que les collectivités n'y perdront pas. Mais ce n'est pas tellement ça qui nous inquiète pour 2018. Ce qui nous inquiète, mes chers collègues, c'est que nous savons, et ça n'est pas le fait de ce gouvernement, c'est le fait de tous les gouvernements, nous savons qu'un impôt remplacé par un dégrèvement, le dégrèvement devient ensuite compensation, qui devient dotation et qui est ensuite réduit. C'est ça, et c'est ça que l'histoire nous apprend. Antoine va le dire dans un instant concernant, par exemple, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Il était juré que ça ne bougerait pas, que ce serait gelé. En plus, cette dotation va plutôt aux communes défavorisées. Eh bien, depuis 2 ans, cette dotation, elle est remise en question et elle va diminuer en 2018 à nouveau de près de 20%. Et donc, par conséquent, nous savons que nous ne pouvons pas compter sur cet engagement. Cet engagement, c'est un engagement qui est pris par un gouvernement aujourd'hui pour l'année qui vient, mais en réalité, il n'a pas de valeur pour les années qui viennent. Et c'est ça notre véritable inquiétude. Et c'est pour cela que nous souhaitions que cette réforme de la taxe d'habitation soit précédée d'une vraie réflexion à même de trouver les moyens de nous donner à nouveau une ressource propre que nous maîtrisons. Oui, je rebondis sur ce point. C'est d'autant plus dommageable que le travail de révision des valeurs locatives est fortement engagé. Il est fait pour les valeurs locatives des locaux professionnels. Des expérimentations ont été lancées sur 5 départements, dont Paris, pour les valeurs locatives des locaux d'habitation. J'en profite pour dire au ministre, on a déjà eu ce débat au comité des finances locales, que malgré ce qui est proposé sur la TH, ça continue à être important de continuer la révision des valeurs locatives, parce que ça sert à toute la fiscalité locale, donc bien au-delà de la TH. Mais, nous dit-on, il y a un gel de la DGF, elle ne baisse plus. Une fois qu'on a dit ça, à l'intérieur de la DGF, il faut financer certains emplois. La dotation de solidarité urbaine, nécessaire bien sûr. La dotation de solidarité rurale, nécessaire elle aussi. Mais comment fait-on? On a ce qu'on appelle les variables d'ajustement, c'est-à-dire qu'on diminue d'autres crédits. Et là, nous sommes très inquiets parce qu'il y a les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Ce n'est pas la première fois. Il y avait déjà eu des tentatives il y a 3-4 ans. Ils ont été baissés l'an dernier. Pour beaucoup de communes rurales notamment, dans un certain nombre de départements, ça peut représenter 15 à 20% des recettes de fonctionnement. Eh bien, il est prévu qu'il baisse de 23%. C'est pas possible, c'est pas acceptable. On mettrait en cause l'équilibre des budgets locaux de beaucoup de petites communes. Et la DCRTP, Philippe l'a dit, ça c'est le comble, parce que à l'époque, lorsque la taxe professionnelle fut supprimée, on nous a garanti effectivement la compensation, comme on dit, à l'euro. Et vous le savez, au-delà de ce qu'on appelle le FNGIR, pour les territoires industriels, pour compenser le différentiel de recettes par rapport à la taxe professionnelle, on a créé cette dotation de compensation.
Et voilà-t-il que on nous propose qu'elle entre dans les variables d'ajustement, avec une baisse à 14%, soit moins 465 millions d'euros. Évidemment, ça pénalise notamment les territoires industriels, où souvent la population a des revenus modestes. C'est donc totalement anti-péréquateur et surtout, c'est très inquiétant. Il y a cet exemple-là, plus lointain. Il y avait jadis une part régionale de la taxe d'habitation au début des années 2000. Elle fut dégrévée, comme on dit, c'est-à-dire que l'État devenait le contribuable, puis elle fut transformée en exonération et aujourd'hui, elle n'existe plus guère. Voilà, donc nous insistons sur ces points. Et il y a également d'autres exemples qui peuvent être cités. Par exemple, nous finançons les collectivités la compensation des allègements TH en faveur des personnes modestes, d'ores et déjà. Donc quand on dit qu'au niveau de la DGF, elle est gelée, il faut bien voir que ce n'est pas le cas pour tout le monde et que certains territoires vont d'ores et déjà être pénalisés. Et là aussi, nous demandons, dans le cadre de la discussion de la finance qui n'est pas terminée au Sénat, qu'on revienne sur ces sujets des FDPTP et de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. C'est très important. Philippe ? Merci Antoine. S'agissant de l'investissement, des dotations d'investissement, vous le savez, nous sommes d'ailleurs élevés, c'était quelques jours après la conférence nationale des territoires qui s'est réunie le 17 juillet, contre la suppression, l'annulation de 293 millions d'euros de crédits en 2017, donc qui concernait notamment la DETR, la DSIL, les crédits de politique de la ville. Et ce qui nous préoccupe, même si une partie de ces dotations sont reconduites donc pour 2018, ce qui nous préoccupe, c'est en réalité la multiplication de fonds dédiés à telle ou telle politique et attribués selon telle ou telle procédure. Vous vous souvenez, peut-être pour certains d'entre vous, que les années 80 avaient connu un phénomène, un mécanisme de globalisation des ressources. C'est-à-dire que les collectivités territoriales percevaient une dotation globale, à elles de choisir ce qu'elles en faisaient, y compris d'ailleurs en alimentant l'autofinancement. Aujourd'hui, nous avons le sentiment qu'il y a une volonté de revenir sur cette globalisation qui est la garantie de l'autonomie de décision en multipliant donc des fonds dédiés à un certain nombre de politiques dont on ne conteste pas forcément l'opportunité et la pertinence, mais dédiés à un certain nombre de politiques qui donc vient restreindre évidemment l'autonomie de décision des collectivités locales et donne parfois un rôle important aux préfets de département ou aux préfets de région. Là aussi, nous souhaitons être extrêmement vigilants sur cette dérive que nous percevons en matière de dotation aux investissements. Antoine ? J'aborde un autre sujet dont je sais qu'il est préoccupant pour beaucoup d'élus, c'est celui du FPIC, du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. Très souvent, au sein de la commission des finances de l'AMF que nous animons, et j'en profite pour saluer les fidèles membres qui viennent travailler avec nous sur ces sujets, nous avons des interventions sur le FPIC. D'autant plus, la question se pose qu'il y a une baisse du montant reversé par habitant. En 2017, il passe de 26,62 € à 23,46 €. 13% des ensembles intercommunaux et communes isolés contributeurs au FPIC ont un potentiel financier agrégé inférieur à la moyenne nationale et pourtant ils contribuent. Et ce problème n'est pas résolu. Les communes défavorisées au sein d'un ensemble intercommunal favorisé sont toujours exclues du reversement du FPIC. Pour mémoire, le FPIC, c'est 41% de contributeurs nets en 2017 et donc 59% de bénéficiaires nets. J'ajoute que l'élargissement des intercommunalités a conduit à faire baisser les moyennes des ratios qui permettent la répartition du FPIC et la modification de la carte intercommunale défavorise les intercommunalités dont le périmètre n'a pas bougé alors que leur situation financière pourtant n'a pas changé. On voit bien qu'il y a un besoin d'analyse approfondie sur la structuration, sur le fonctionnement du FPIC parce qu'on tape parfois à côté de l'objectif. Il faut apporter davantage de stabilité. Il faut tendre vers une véritable et meilleure péréquation qui garantisse équité, solidarité, ainsi qu'une plus grande visibilité sur les montants notifiés chaque année. Ça arrive très tard. Par rapport à l'équilibre des budgets locaux, c'est une vraie question. Et donc l'AMF s'est saisie de ces difficultés. Et pour le PLF 2018, où en sommes-nous? À ce stade, il y a un nouveau gel du FPIC à son montant actuel pour ne pas aggraver des difficultés déjà importantes.
Et nous demandons également que le rapport annuel soit enrichi. Mais au-delà de ça, et ça a été évoqué notamment au comité des finances locales, nous demandons une analyse approfondie des propositions qui pourraient déboucher sur une réforme du FPIC dès 2018. Et puis, je voudrais revenir, avant donc que nous concluions cette présentation, je voudrais revenir sur un phénomène très très important que vous connaissez, que nous avons déjà souligné à plusieurs reprises, et même avant même qu'il commence à se produire, nous avons anticipé le fait qu'il allait se produire compte tenu des réductions de dotation des dernières années, c'est la diminution, certains pourraient parler d'effondrement, parce que dans certaines collectivités, ça a été un effondrement, la diminution très importante des dépenses d'investissement de nos communes. Et sur ce graphique, vous voyez, vous avez en bleu le niveau de dépenses d'investissement du mandat 2008-2014, première année de mandat, deuxième année, etc. Et vous avez le niveau des dépenses d'investissement pour 2014-2016, avec évidemment chaque année une baisse importante, 10 milliards d'euros d'investissement en moins pour nos communes. C'est donc un montant qui est extrêmement important. Il est d'ailleurs encore plus important, naturellement, si on prend en compte l'ensemble des collectivités territoriales et approche de 15 à 16 milliards de dépenses d'investissement en moins. C'est évidemment très préoccupant parce que, au-delà de notre revendication d'avoir les moyens de maintenir, voire de développer d'ailleurs en fonction de l'augmentation des populations, le niveau de service rendu à nos concitoyens, eh bien l'investissement public local qui représente, je vous le rappelle, et vous le savez tous, 70% de l'investissement public au total, cet investissement public local est absolument indispensable à l'attractivité de nos territoires, mais qui dit attractivité de nos territoires dit aussi attractivité du pays. Si les collectivités territoriales cessent d'investir, c'est le pays tout entier, toute l'économie qui s'en trouvera évidemment pénalisée. Donc nous sommes là-dessus extrêmement inquiets et nous souhaitons que nous ayons les moyens à la fois de maintenir le niveau de service public, mais aussi de maintenir le niveau d'autofinancement qui nous permette de continuer à investir sans faire exploser notre dette, parce que nous sommes évidemment des élus responsables. Voilà, et avant de conclure cette introduction et de laisser la parole au ministre et à l'ensemble des intervenants, je voudrais terminer par quelques propositions. D'abord, des propositions d'économie. Nous parle d'économie, oui, nous avons des propositions. D'abord, réduire ces normes. Nous sommes au Conseil national d'évaluation des normes, ça n'arrête pas. Et ces normes, elles sont coûteuses et elles pénalisent nos budgets locaux. Ça, c'est la première priorité. Au-delà des discours, il faut des mesures concrètes. Il y a ensuite la suppression des allègements fiscaux décidés par l'État et qui sont ensuite financés par les collectivités. Nous souhaitons qu'ils soient laissés à la décision des collectivités. Nous pensons ici notamment à la suppression des allègements de taxes foncières dans les collectivités qui ont des quartiers politiques de la ville. Vous le savez, il y a un abattement de 30% sur les valeurs foncières et la compensation de l'État n'est que de 40%. Nous pensons que c'est aux collectivités locales de décider s'il y aura effectivement un abattement ou pas. Enfin, et je l'ai déjà dit, nous considérons qu'il est très important que l'effort de chacun, dans notamment la réduction de la dette publique, soit paramétré. Ainsi, l'objectif global de réduction de la dette publique passe forcément pour nous en comparant la part respective de l'État, des administrations publiques locales et de l'assurance maladie. Et il faut effectivement, de ce point de vue-là, revoir les choses assez profondément. Enfin, nous demandons deux choses complémentaires et importantes. La refonte des bases fiscales, je l'ai déjà évoqué, pour les rendre plus justes et plus équitables. Il ne faut pas cesser la dynamique de poursuite de la révision des valeurs locatives. Et enfin, la mise en place d'une loi de finances pour les collectivités locales avec l'application de l'article 40 de la Constitution. Pour tous les textes qui ont un impact financier pour nos collectivités, il faut une compensation intégrale. Et pour conclure avec Philippe, je voudrais, outre le ministre et nos invités, rappeler également la présence et le partenariat avec la Caisse des dépôts et la Banque postale qui sont présents fidèlement aux côtés de l'AMF. Voilà. Et remercier ensemble les membres de la Commission des finances, tu l'as déjà fait Antoine, de leur assiduité, de leur engagement, et remercier aussi les services de l'Association des maires de France et tout particulièrement le service en charge de suivi des finances locales animé par Nathalie Brodin. Merci de votre attention. Merci Nathalie, merci à tous.
Merci à Philippe Laurent et Antoine Homé pour cette présentation à deux voix. Voilà, on a tous les éléments du débat. On a aussi l'expression de vos craintes, les craintes des élus. On a aussi des points d'éclaircissement à apporter. Et Gérald Darmanin, Monsieur le Ministre, vous êtes là avec nous dans ce début de matinée. Je sais que vous avez une contrainte ensuite, puisque s'ouvre ce matin la discussion budgétaire au Sénat. Mais bien évidemment, on va essayer de répondre aux questions qui ont été posées, aux questions aussi que posent les congressistes. Je rappelle que vous pouvez intervenir, c'est votre congrès et le débat, il se fait avec vous à partir des points micro qui sont dans la salle. Eh bien écoutez, on peut tout de suite, avec vous, Gérald Darmanin, apporter les premières réponses à ce tableau qui a été dressé par Philippe Laurent et Antoine Homé. Bien, bonjour, si ça ne vous dérange pas, je vais rester ici. D'abord, je vais dire à mes amis que j'ai bien fait de venir. On a un certain nombre de réponses à vous apporter, c'est tout à fait normal. Saluer Monsieur le Premier Vice-président et son invitation, Monsieur le Secrétaire Général, et puis l'intégralité, bien sûr, des élus, les parlementaires que vous me permettrez de saluer, les directeurs d'administration qui m'accompagnent, Monsieur le patron de la DGFIP, Monsieur le DGCL, et toutes et tous. Je suis évidemment très heureux d'être là. Je ne vais pas vous faire comme le Premier ministre, que l'année dernière, j'étais parmi vous, et que j'ai contribué aussi à, me semble-t-il, à réclamer à un État des transferts de compétences qui n'avaient pas tout à fait financés. J'ai notamment en mémoire dans ma commune les transferts pour les passeports et les cartes d'identité. D'ailleurs, je pense que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, vous l'a dit, en arrivant en responsabilité, peut-être est-ce le réflexe de maires qui ont connu ces transferts qui n'étaient pas compensés. Nous avons choisi dans le projet de loi de finances, et je m'excuse par avance de vous quitter à 11h moins le quart pour aller effectivement au Sénat, notamment présenter des questions relatives aux collectivités locales, mais nous avons doublé ces fonds. Alors vous avez fait un certain nombre de remarques et de présentations et de propositions. Je vais essayer d'y répondre très vite. Je n'ai pas prévu de discours parce que je pense que vous en avez écouté un qui était celui du Premier ministre et vous allez surtout en écouter un. Puis on va en avoir un cet après-midi. Du Président de la République, que j'ai l'honneur également d'accompagner, mais je vais essayer de répondre aux questions que je prends évidemment très au sérieux de l'AMF. D'abord, il y a un point sur lequel je ne peux qu'être d'accord avec vous, c'est que l'État doit faire plus d'efforts que les collectivités locales. C'est sûr. Alors, il faut aussi qu'on ait un discours de vérité. L'État n'est pas tout à fait des collectivités locales. L'État a des dépenses régaliennes que n'ont pas les collectivités locales, et un quart des dépenses de l'État sont pour les collectivités locales. Mais il est vrai que le poids dans la dépense publique des collectivités locales, aujourd'hui, a été non proportionnel à leurs efforts. Et c'est un point sur lequel, je crois que le Premier ministre a eu l'occasion de le dire, nous sommes totalement d'accord. Et c'est pour cela que nous avons proposé, je reviendrai sur les chiffres que vous avez évoqués tout à l'heure, Monsieur le Président, que les efforts de non-dépenses supplémentaires soient à 1/6 pour les collectivités locales, toute administration publique confondue, alors qu'elle représente 1/5 de cette dépense publique. Je le dis d'autant plus que vous devez comprendre qu'il n'y a pas, pour la Commission européenne, pour le Parlement, pour la Cour des comptes, il n'y a pas d'un côté les collectivités locales et de l'autre l'État et troisièmement la sécurité sociale. J'ai l'honneur, la chance et le bonheur d'être le ministre des comptes publics, pas simplement du budget. Et dans les comptes publics, il y a nos trois versants, comme on dirait dans la fonction publique. Il y a effectivement la totalité de la dépense publique, dont les collectivités locales. Mais je suis d'accord avec vous. Et la norme de dépenses que nous vous proposons, qui est en ce moment en discussion au Parlement, est de 1,2%. Alors j'y reviendrai. Je voudrais juste vous dire que c'est tout à fait envisageable, même si cela est difficile en tendanciel. Et je sais que c'est très dur de lutter contre un tendanciel. J'ai été maire d'une commune qui connaissait des dépenses tendancielles très fortes, pour plein de raisons, à commencer par sa dynamique d'habitants. Et on y reviendra en termes d'adaptation du contrat. Mais l'année dernière, les dépenses des collectivités, vous le savez, c'était en fonctionnement moins 0,4. Donc on est à 1,6 de différence par rapport au 1,2 qu'on propose. Et l'État, l'année prochaine, aura une augmentation de ses dépenses de 0,5. C'est-à-dire que nous demandons aux collectivités locales de faire 1,2 d'augmentation raisonnée de dépenses et nous imposerons 0,5 à l'État. C'est encore trop. J'aurais aimé faire 0. Vous savez tous que c'est très difficile de lutter contre la dépense publique, surtout lorsque nous sommes habitués à cette dépense. Mais l'effort que fera le gouvernement, et c'est dans le projet de loi de finances, est de 0,5. Alors, revenons sur cette idée de norme de dépenses. Il n'y a pas 150 choix.
Je crois que le Premier ministre a été assez clair avant-hier. Soit nous baissons les dotations aux collectivités locales, et nous sommes tous conscients que cette technique a ses limites et a des limites très grandes. Soit nous essayons de dire collectivement que nous faisons un pari, le pari de la confiance, parce que moi je suis tout à fait convaincu, comme vous l'avez dit dans votre conclusion, que tous les élus de France sont des responsables, et on essaye de ne pas trop dépenser. D'abord, on est convaincu aussi qu'il y a plusieurs types de communes, et qu'on ne peut pas comparer la ville de Paris, la ville de Tourcoing, la ville de Sceaux, et puis des communes de 50, 60, 100 habitants, 2000, 3000, 5000 habitants. Et donc, ce que vous n'avez pas dit, Monsieur le Président, mais ça me permet de le compléter, ce que propose le gouvernement, c'est un encadrement des dépenses pour les 300 plus grosses collectivités. C'est-à-dire pour la quasi-intégralité des membres de l'Association des maires de France, ils ne sont pas concernés par la cible de dépenses. Il n'y a pas de contrainte. Et il y a dans la loi de programmation des finances publiques, qui est un texte qui n'est pas normatif, qui est un texte sur lequel nous nous engageons, notamment vis-à-vis de la Cour des comptes et vis-à-vis du Parlement et vis-à-vis de la Commission européenne, une commune rurale qui ferait 1,7, 1,8, 1,9 de dépenses, ce ne serait pas dans le cadre que nous souhaiterions mettre en place, mais il n'y aurait pas de mécanisme de correction, il n'y aurait pas de contrainte et il n'y aura pas de baisse de dotation. Donc ce contrat, sur la norme de dépenses, c'est effectivement pour les 300 plus grosses collectivités qui représentent aujourd'hui les 2/3 de la dépense publique. La deuxième des choses que je voudrais souligner, c'est qu'il ne s'agit bien que du fonctionnement. La grande difficulté de la baisse des dotations, c'est qu'elle ne concernait par nature, et ensuite vous avez tout à fait raison sur votre tableau qui est très inquiétant, dans la diminution de l'investissement. Et chacun a dû le faire et j'ai dû le faire. Ça concerne qu'un encadrement de fonctionnement. Et sur ce point, je voudrais être assez clair parce que je pense qu'il y a un hiatus et sans doute est-ce la faute du gouvernement qui ne l'a pas assez bien expliqué. Il n'y a pas de contrainte sur le ratio d'endettement. Je voudrais arrêter quelques secondes. L'année dernière, l'État m'a retiré, moi, ville de Tourcoing, ville de 94 000 habitants, et c'est assez simple, 100 millions d'euros de budget de fonctionnement, donc les pourcentages sont clairs, m'a retiré 400 000 euros de DGF. Et pourtant, j'ai une masse salariale qui a augmenté et qui a augmenté fortement, parce qu'il y a eu le point d'indice, c'était 0,6 dans mon budget, parce qu'il y avait le GVT, et parce que je ne maîtrise pas un certain nombre de dépenses, notamment liées à mon augmentation de population. J'en maîtrise comme vous quelques-unes, je ne maîtrise pas tout. Cette baisse de DGF m'a contraint à baisser mon investissement si je voulais améliorer mon autofinancement, pour éviter d'avoir recours à une dette, et j'étais dans une commune qui connaissait et qui connaît encore beaucoup de dettes, même si elle diminue. Ce que va me proposer l'État si j'étais resté maire de Tourcoing, c'est pas de baisse de DGF. Nous gardons l'intégralité des dotations aux collectivités locales. Après, il y a des péréquations, j'y reviendrai. Mais l'intégralité, pour la première fois depuis 2010, il n'y a pas de baisse de dotation. Et donc je gagne mes 400 000, ou en tout cas je ne les perds plus. Et sur mes 100 millions, on me propose de dire quoi? Je n'ai pas le droit de faire, puisque je suis dans le contrat à 94 000 habitants, 1,2% de dépenses supplémentaires. Donc j'ai le droit de passer de 100 millions à 101,2 millions de dépenses. Sur ces questions, il n'y a pas, si j'ose dire directement, de joue sur l'investissement. Vos ratios que vous évoquez, ce n'est pas un retour de la tutelle. Je comprends pourquoi vous le questionnez comme ça et ça mérite d'être précisé. Il n'y a pas d'encadrement. D'ailleurs, la loi ne le précisera pas, puisque c'est dans la loi de programmation qui est une loi, entre guillemets, d'engagement. Et il n'y a pas de contrainte en temps pour revenir à un ratio d'endettement dont vous avez d'ailleurs très justement relevé qu'il existait déjà, et les préfets font déjà des lettres d'observation aux élus lorsqu'ils dépassent 12 ans, par exemple, d'endettement pour les communes. C'est une volonté générale de se dire qu'il ne faut pas trop s'endetter, et vous me permettrez que dans le tableau que vous nous avez présenté, je n'ai pas bien compris comment vous puissiez comparer les amortissements, qui est une norme comptable, avec le fait que l'on a un endettement qui est effectivement un flux de trésorerie. L'un peut être en lien avec l'autre lorsqu'on a beaucoup d'investissements, mais je constate aussi que cette idée qui n'est pas contraignante, cette idée qu'on doit tous être dans un endettement raisonnable, ce que la plupart des collectivités font, ne concerne aucune ville d'en dessous de 10 000 habitants. Donc si je peux vous résumer, pas de baisse de dotation, une norme de dépenses qu'après, si j'ose dire, le fonctionnement avec une adaptation, j'y reviendrai, du contrat, qui ne touche pas l'investissement, qui concerne que les 300 ou 350 plus grosses collectivités, si vous voulez, je répondrai à des questions, et un ratio d'endettement dont nous aimerions tous
qui soit la cible de chacune des collectivités, mais dont on pouvait tout à fait comprendre qu'il y a ici ou là des grands investissements qui méritent un endettement plus fort à un moment donné, ça chacun peut l'entendre, qui n'est pas normatif et qui concerne que les villes de plus de 10 000 habitants. Vous avez évoqué d'autres questions, notamment sur la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, on a chacun son opinion sur le sujet. Moi je considère, et tout le monde dira que tous les impôts sont injustes par définition pour ceux qui les payent, mais qu'il est quand même particulièrement injuste. Pourquoi? Il est injuste pour les collectivités locales entre elles, et il est injuste pour les contribuables. J'entends désormais qu'il est très urgent de revaloriser les valeurs locatives. Ça devient l'urgence absolue. Je constate qu'elles n'ont pas été revalorisées depuis que Georges Pompidou était président de la République, Chaban-Delmas Premier ministre. Avouez que l'urgence n'était pas très urgente depuis les 45 dernières années. Qu'il faille, j'entends bien, pas du mien non plus, mes parents n'étaient pas encore mariés, que la revalorisation des valeurs locatives n'était pas faite. Et depuis, ils ont eu le temps de divorcer, et j'ai eu le temps de naître. La difficulté, c'est que la revalorisation des valeurs locatives, elle va évidemment faire naître, bien sûr, beaucoup de travail de la part de l'État, bien sûr, beaucoup de travail de la part des élus locaux, mais aussi parce que les choses sont devenues très différentes entre les territoires que nous connaissons tous, il va y avoir un certain nombre de gagnants et de perdants. Bien. Prenons l'exemple des valeurs locatives des locaux commerciaux. C'est extraordinaire, vous l'avez cité, effectivement, je suis le ministre qui l'inaugure et je remercie les agents de la DGFiP et les élus locaux qui ont beaucoup travaillé à cette réforme. 7 ans. Éric Woerth, ministre, l'a lancé et il se trouve qu'aujourd'hui, Éric Woerth, président de la Commission des Finances, 7 ans après, voit son œuvre s'accomplir. 7 ans, et on ne peut pas dire que les élus, comme les associations d'élus, comme la DGFiP, aient chômé. Et c'est 12 ans pour arriver à un terme à la fin des valeurs locatives, donc c'est une réforme qui va mettre 19 ans, avec des taux très compliqués de planchonnement et déjà des réclamations, il faut bien l'avouer, de différence. Moi, je ne suis pas défavorable à la révision des valeurs locatives. C'est un travail immense, mais je n'y suis pas défavorable. Il est cependant faux, mais monsieur le directeur général des finances publiques, qui était là d'ailleurs avant moi et qui y travaille beaucoup, vous contrarierez peut-être, et je me permets de discuter en son nom, qu'elle n'ait pas lancé la réforme des valeurs locatives actuelles. Il y a eu une expérimentation dans 5 départements, et parmi ces 5 départements, j'ai eu la chance, ce bonheur, que ce soit notamment dans le mien, et on constate que ce n'était pas partout, parce que nous n'avons pas toutes les données, et en plus, les choses sont extrêmement compliquées. Donc elle est à lancer. Il y a une expérimentation est à lancer. Posons-nous d'abord la question, et vous l'avez dit, monsieur le Président, de quel est l'impôt juste, le plus juste possible, local de demain. Le président du Sénat a fait des propositions, l'AMF sans doute fera des propositions, mais avant de réviser des valeurs locatives, posons-nous la question de quel est de cet impôt. Il est évident que la suppression de la taxe d'habitation pour 80 des Français, et vous l'avez justement dit, je vous en remercie, par dégrèvement, qui suivra la dynamique de la population de la commune et la dynamique de la revalorisation des bases, donc il n'y aura pas, et je comprends la question pour les autres gouvernements, j'y reviendrai, il est évident que nous n'allons pas laisser un impôt payé par 20% des contribuables, et tout dépend de votre commune, et par ailleurs une taxe foncière qui va aussi avoir besoin d'une vraie revalorisation. Mais posons-nous d'abord cette année et travaillons-y, et c'est une question extrêmement compliquée et en même temps extrêmement palpitante, quel est l'impôt juste de demain? Et peut-être, si vous me le permettez, puisqu'on est tous attachés au lien entre l'impôt et le contribuable, entre l'explication de la politique publique, qu'on les augmente, qu'on les baisse ou qu'on les stagne, et le contribuable, posons-nous aussi la question de la lisibilité de cet impôt. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, j'imagine que oui, de baisser, comme je l'ai fait, le taux de la taxe d'habitation. Moi, chaque année, j'ai baissé de 2 points le taux de la taxe d'habitation de ma commune. Un taux très élevé. J'ai baissé de 2 points. C'était 500 000 € d'économie de fonctionnement à faire chaque année. Vous savez tous que c'est très compliqué à faire. La population le voit difficilement, puisque la commission des finances revalorise des bases, ce qui est d'ailleurs très juste. D'autres interviennent et à la fin, il faut vraiment déployer des trésors de porte-à-porte et d'explications pédagogiques pour expliquer en quoi vous avez baissé de 2 points votre taux de taxe d'habitation. Il me semble que la vraie démocratie locale, la vraie responsabilité des élus, c'est d'être jugés sur leurs actes. On pourrait peut-être simplifier la fiscalité locale. Nous avons commencé à le faire. L'ancien gouvernement s'était engagé à donner un point de TVA aux régions. C'est désormais chose faite dans le PLF. La question du financement de l'action des départements est posée notamment par la dynamique extrêmement importante de leurs dépenses sociales et par le fait qu'un certain nombre de choses doivent être prises en charge par le gouvernement. Le président a évoqué les mineurs isolés, mais vous savez que la question du RSA est très forte. Posons-nous la question aussi de la façon dont les départements connaissent des ressources et posons-nous enfin la question de la simplification de l'impôt local commune, intercommunalité.
Donc je pense, pour répondre à votre question de vous dites ça, oui il y a un dégrèvement, c'est dans le PLF, mais on ne sait pas ce qui se passera la prochaine fois, qu'il faut que nous soyons le gouvernement qui règle cette question définitivement en faisant avec vous bien sûr le nouvel impôt local, celui qui permettra d'être inscrit évidemment dans la loi de finances en accord avec vous. Et moi personnellement, je ne suis pas totalement défavorable. Je n'ai pas dit que j'étais totalement favorable, vous entendez ma réponse, à la demande qui est faite par l'Association des maires de France, en tout cas en partie, d'une loi de finances spécifique aux collectivités locales, qui permettrait de suivre intelligemment un certain nombre de sujets qui relèvent des collectivités locales. En tout cas, c'est mon avis personnel et je sais qu'avec le Premier ministre et le gouvernement, nous y travaillons et on y travaille notamment sous l'autorité du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. L'une des choses que je voudrais aussi évoquer avec vous, c'est la DCRTP. Et finalement, la question des variables. Alors on peut dire, j'entends la question qui est de dire on va supprimer la taxe d'habitation, prenons un an. C'est ce qu'on a fait sous le gouvernement précédent, malgré le travail très important des parlementaires. Je voudrais saluer le député du SOPT qui a beaucoup contribué avec Madame Pires-Beaune aussi, sur la réforme de la DGF. Bon, ça fait 2 fois qu'on a essayé de faire une réforme de la DGF. Par 2 fois, elle a été enterrée. La DGF, objectivement, aujourd'hui, elle mérite d'être un peu revue. Il y a tellement de variables que quand il y a trop de variables, c'est que peut-être que ce qui est censé être la norme n'est plus très bonne. Et il y a beaucoup de communes qui ont des DGF négatives et plus personne ne comprend à ce fonctionnement. La DCRTP, c'était une bêtise. Et moi, je mets la main en battant ma coulpe, puisque je suis le ministre des Comptes publics. Il n'est pas normal de faire une variable d'ajustement sur la DCRTP qui touche les territoires industriels les plus pauvres. Et j'ai pris l'engagement devant la représentation nationale de revenir en deuxième lecture sur ce sujet. Attention, soyons aussi justes. La DCRTP, elle peut aussi faire attribuer des communes qui ont eu des territoires industriels et qui ont eu la chance, notamment dans la région parisienne, d'avoir de la relocalisation de logements et des recettes. Il n'est pas tout à fait anormal que ces communes contribuent. J'en citerai pas pour faire du name dropping, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais il est évident qu'à Dunkerque, territoire que je connais bien, faire baisser 15 ou 20 millions de DCRTP pour financer une autre politique, ce n'est pas quelque chose d'intelligent. Donc j'ai pris l'engagement qu'en deuxième lecture, nous reviendrons sur cette variable d'ajustement, parce qu'elle me paraît pas intelligente et contraire à la parole qui a été donnée par l'État. L'une des choses que vous avez évoquées, c'était la question des normes et la question finalement, la façon dont l'État fonctionne avec vous. L'avantage du contrat, c'est qu'on peut y mettre des choses intéressantes. Moi, État, je demande à la commune X de 60 000 habitants de ne pas dépenser de 1,2. Le maire dira, mais moi, monsieur le préfet, vous comprenez bien que votre 1,2, il n'est pas tenable. Pourquoi il n'est pas tenable? Parce que, par exemple, j'ai une dynamique de population. C'est sûr qu'on ne dépense pas pareil quand on a une dynamique de population et des services à rendre que lorsqu'on a moins de population ou une population qui baisse. C'est une genre de variable qui sera dans le contrat. Et il y aura au moins 6 autres, en tout cas je salue le sénateur Richard et le préfet Bure et tous les élus qui ont travaillé à cette mission, puisque désormais le Parlement et le gouvernement vont regarder le travail de cette mission. Si on peut mettre dans le contrat des adaptations à la réalité du terrain, c'est évidemment ce qu'il faut faire. Toutes les communes ne se ressemblent pas, elles n'ont pas toutes les mêmes problématiques. L'outre-mer n'a pas les problématiques de la métropole. Les communes qui ont des quartiers en politique de la ville avec un non-rue n'est pas la commune qui n'en a pas. Et donc effectivement, ne vous inquiétez pas, ce 1,2 est un A2 variable et l'intérêt du contrat, et c'était une idée de M. Malvy et de M. Lambert, c'est une idée intelligente d'adaptation au terrain. Vous nous dites, vous multipliez les fonds. C'est vrai. Il y a eu une multiplication jusqu'ici des fonds. De manière générale, le ministère des Comptes publics, il est pour l'unité budgétaire, pas pour de taxes affectées, il est plutôt pour l'unité effectivement de la politique. Mais le contrat répond à cette question. Si on prend l'exemple de ce qu'on pourrait imaginer dans le contrat, c'est qu'il y a aussi, vous ne l'avez pas dit, pour les grandes collectivités, un mécanisme de bonification si le contrat est rempli. Et notamment vis-à-vis, parfois, d'un corps préfectoral qui attribue des fonds que vous avez évoqués, c'est le cas de la DSIL notamment, pas toujours dans l'idée que de la bonne information, on va dire ça comme ça, de tous les élus locaux, parole d'anciens élus locaux. Et je pense que dans ce contrat, c'est pour ça qu'il faut en discuter, on a la possibilité de clarifier un certain nombre de choses. Je ne voudrais pas monopoliser le temps et pouvoir répondre à l'intégralité de vos questions. Juste peut-être corriger, s'il me le permet, Philippe Laurent, pour dire que malgré tout l'intérêt
de l'investissement public par les collectivités n'est pas à 70 mais plutôt à 50, puisque vous êtes très bien justement de dire que 60 c'est le chiffre pour l'investissement public civil. Il y a aussi un investissement public qui est militaire, mais enfin on est tous conscients que l'investissement public est tenu en très grande partie par les collectivités locales, et ça il n'y en a aucun point sur ce point, aucun problème sur ce point. Et je voudrais enfin terminer pour vous dire que la difficulté n'est pas tant la dette des collectivités, et j'allais vous dire même la dette de l'État, même si elle est très importante. La difficulté, c'est la dépense publique. Et il y a de la bonne dépense publique et il y a de la mauvaise. Nous considérons que cette dépense publique est trop importante et qu'il faut la réduire, parce qu'en la réduisant, on réduira les impôts. Alors il y a d'autres projets politiques qui consistent à dire que la dépense publique n'est pas un problème, qu'on peut continuer à en avoir une galopante, qui d'ailleurs elle rend des services, personne ne peut le contredire. Mais donc on accepte une imposition très élevée. Le président de la République, la majorité parlementaire ont été élus sur un principe qui était quand même partagé par beaucoup de familles politiques, pas par toutes, c'est vrai, mais par beaucoup de familles politiques, de réduction de la fiscalité. Réduction pour les entreprises, réduction pour les citoyens. Et bien pour réduire les impôts, il n'y a pas beaucoup d'autres choix que de baisser une dépense publique. Là où vous avez raison, c'est que l'État doit faire plus que les collectivités locales. Et c'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, en vous remerciant à la fois de notre échange que nous avons depuis le début de notre nomination et de votre écoute. J'ai déjà été trop long. Je vous remercie, je suis disponible pour vos questions. Merci Gérald Darmanin. Eh bien, ce dialogue, on va le poursuivre et on va maintenant entendre André Léniel et puis tout de suite donner la parole aux congressistes, puisque vous êtes là et je pense qu'il est important que ce dialogue puisse avoir lieu avec l'ensemble des maires. André Léniel, alors la présentation faite par Philippe Laurent, Antoine Homé, la réponse de Gérald Darmanin, et puis on se souvient mardi de vos additions et des remarques que vous aviez déjà faites dès le début du Congrès. Oui, tout à fait. Je ne vais pas évidemment reprendre tout ce qui a été dit, aussi bien par Antoine Homé et Philippe Laurent, ni même tout ce qu'a répondu Monsieur le ministre. Je voudrais simplement pointer les quelques points de désaccord. Il y a des points d'accord, bien entendu, mais si je disais ici, devant vous, qu'il n'y a pas de point de désaccord entre les élus locaux et l'État, je pense que vous vous demanderiez ce qui m'est arrivé. Mais ce n'est pas pour le plaisir de pointer des désaccords. Mais d'abord, il y en a un fondamental. Et d'ailleurs, vous avez terminé par là, Monsieur le ministre. Quelle est la notion importante dans le débat ? Pour vous, c'est la dépense publique. Pour nous, c'est la dette et le déficit. Car en définitive, la dépense publique, si elle est équilibrée, il revient ensuite à chacun de juger si elle est bien utilisée, évidemment. Mais la dépense publique, en soi, n'est pas un critère. Et c'est même absurde de ne vouloir asseoir toute la mécanique gouvernementale que sur la dépense, surtout quand dans le même temps, on ne prend pas en compte les ressources que génère la dépense. Je prends un exemple simple, dans ma ville, mais je suis sûr que beaucoup d'autres pourraient émaner de la salle. Je vais, au 1er janvier, mettre en place un réseau de chaleur. Il paraît que c'est bien, que c'est positif, et je vais même vous dire, financièrement, ça sera équilibré. Eh bien oui, mais si on ne prend pas en compte les ressources, ça veut dire que moi je vais être un très mauvais maire parce que j'aurai investi massivement plusieurs millions d'euros dans une petite ville de 13 000 habitants et que donc, ne considérant que la dépense, je serai pénalisé. Alors, j'ai bien entendu, je ne suis pas dans les 319, Monsieur le ministre, donc ne me répondez pas ça. Mais moi je parle aussi pour ceux qui sont dans les 319, l'AMF, ce sont toutes les communes de France. 319 ou 600 d'ailleurs, puisque le Premier ministre a eu l'air de dire qu'il y avait plusieurs façons de calculer. Nous restons pour l'instant, nous, sur ce qui était officiel jusqu'au discours du Premier ministre, mais il a dit entre 319 et 600. Donc, pourquoi pas 800 demain? Attendons, en tout cas cet après-midi. Je crois savoir que ça sera clarifié. Mais je ne suis pas chargé d'évoquer les conversations que nous avons pu avoir avec le Président de la République hier soir. Bien, mais je veux relever, donc il y a ce premier point de désaccord fondamental. Et en ce qui concerne la dette, cela a été excellemment dit, le poids de la dette du bloc local, c'est 4,5%. Si on doit faire un effort, on est prêt à discuter sur cette notion
de dette et des 4,5% que nous représentons. En ce qui concerne le déficit, vous savez tous les uns et les autres que nous n'en générons pas. Bien au contraire. En 2016, j'ai là les chiffres du rapport de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale que personne ne conteste. Je regarde en même temps les directeurs d'administration centrale pour être sûr. Nous avons au contraire, en ce qui concerne les collectivités territoriales, dans leur ensemble, généré 4,2 milliards de capacité de financement. Ça veut dire que la dépense a été certes évolutive, mais que dans le même temps, nous avons été capables de générer les marges qui nous ont permis d'investir et en tout cas de sauver ce qui pouvait l'être en termes d'investissement. Dans le même temps, l'État, lui, a continué d'augmenter son déficit. Et si le déficit de la France a baissé dans les comptes 2016, c'est uniquement grâce à l'effort des collectivités territoriales. Je crois qu'il faut que ça soit dit et il n'est pas normal que ça ne soit pas pris en compte. Alors, deux autres points, on me demande d'être très rapide, mais le sujet est un peu complexe, donc parfois il demande quelques développements pour ne pas être sommaire. Vous avez dit, Monsieur le Ministre, que tout cela ne concernait que les 319 ou 600 ou 800. C'est pas ce que nous a dit le Premier ministre, je suis désolé. Il nous a dit les autres ne sont pas dans un schéma contractuel. Par contre, nous constaterons l'évolution et si l'évolution spontanée n'a pas été inférieure à la norme de 1,2, alors nous prendrons les mesures nécessaires en 2020. Je cite très exactement ce qu'a dit le Premier ministre. Donc il n'est pas vrai de dire que l'immense majorité d'entre nous ne serait pas concernée par la contractualisation. On nous demande simplement de la faire spontanément. Et si nous ne la faisions pas spontanément, alors nous serions rattrapés par la patrouille en 2020. Ça s'appelle une menace, pour ne pas dire un chantage, et ça, c'est pas acceptable. Enfin, dernier point sur l'ATH. Vous savez, je me souviens avoir combattu la suppression de l'ATP. On nous disait c'est un impôt imbécile, et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, François Mitterrand, qui le premier l'avait dit. Et j'avais répondu à l'époque, c'est d'ailleurs dans l'exposition qui est ici, remplacer un impôt imbécile par plus bête encore n'est pas vraiment la solution. Eh bien, je dis aujourd'hui que supprimer l'ATH, alors qu'on ne sait pas par quoi elle sera remplacée, n'est pas la bonne solution. Vous avez raison de dire qu'il faut une véritable réforme fiscale. Vous avez raison de dire qu'on devrait s'interroger sur ce qu'est un impôt juste. Mais excusez-moi de vous dire qu'il vaudrait mieux commencer par la réflexion et à l'issue de la réflexion, faire la réforme, plutôt que de tailler dans le gras de nos ressources pour dire ensuite nous verrons et nous ferons peut-être une réforme pour trouver enfin le Graal, c'est-à-dire l'impôt juste. Alors Gérald Darmanin, avec sur les 1,2%, ce que disait Philippe Laurent avec les projections d'inflation dans les années à venir qui pouvaient être supérieures à ce 1,2%. Oui, rapidement, parce que je sais qu'il y a encore des questions et je ne voudrais pas être non plus impoli vis-à-vis des représentants des collectivités locales dans la Chambre haute. D'abord, moi j'entends les désaccords qui ont été exprimés par le président Léniel et je suis tout à fait par contre d'accord avec lui pour dire que sous le gouvernement précédent, la baisse des dotations a fait que l'État a fait trop peu d'efforts par rapport à ce qu'il a demandé aux collectivités. Je le dis d'autant plus facilement que je n'ai pas soutenu ce gouvernement. Donc je suis d'accord avec vous pour dire qu'il faut changer les choses. Et je suis venu vous dire aussi que l'État fera plus de 2 fois plus, si on prend l'exemple de la norme de dépenses, d'efforts. Je voudrais par ailleurs qu'on soit donc tous logiques. Si l'État fait des efforts de baisse de dépenses, il faudra donc que chacun comprenne que lorsqu'il diminue ses dépenses, il ne faut pas réclamer qu'il les maintienne. On a un certain nombre d'échanges entre nous sur beaucoup de choses que fait l'État pour les collectivités locales ou indirectement pour les collectivités locales. Je prends l'exemple spontané des contrats aidés, mais ce n'est pas simplement le cas. Voilà le typique, une mauvaise politique où on a baissé les dotations aux collectivités.
Et on a parfois vendu, quand on était préfet, aux élus des contrats aidés comme si on était moins cher en personnel pour faire du travail à la place des gens qui étaient sous statut de la fonction publique. Je pense que c'est une tuyauterie qui fait que tout le monde dépense, tout le monde baisse les dotations et puis à la fin personne n'est content. Et donc je pense qu'il faut qu'on soit tous cohérents. Si vous nous demandez de baisser la dépense publique de l'État en priorité, j'en suis tout à fait d'accord. Mais alors merci, alors le terme est un petit peu dur, mais merci de ne pas engueuler quand on la baisse. Bon. La deuxième des choses que je voudrais dire, c'est que sur les 319 ou les 600, en fait, nous, on est parti sur 319. C'est toutes les communes de plus de 50 000 habitants, toutes les intercos de plus de 150 000 habitants. Le rapport de M. Bure et de M. Richard évoque le fait qu'on ne parte pas sur une norme d'habitants, mais sur une norme de millions d'euros de budget. En l'occurrence, il partait sur le principe de 30 millions d'euros de budget. Et donc, à 30 millions d'euros de budget, c'est toutes les communes, effectivement, à peu près, ça fait 600 collectivités avec les régions et les départements. Voilà. Je laisserai le président de la République évoquer les choses. Le gouvernement reste sur sa position, qui concerne les 319 collectivités que j'évoquais tout à l'heure. Mais voilà, il y a le débat qui s'instaure. Enfin, l'exemple que vous prenez, indépendamment du fait, monsieur le maire, que vous ne soyez pas dans la norme, mais l'exemple que vous prenez est justement... Et justement, oui, ça hors norme, je pense que chacun l'avait. André Lénel dit oui, je sais que je suis hors norme. Mais je pense que l'exemple est justement tout à fait un argument favorable au gouvernement, puisque vous nous parlez de dépenses d'investissement. La norme de dépenses, et c'est bien tout l'enjeu que nous souhaitons mettre en place, c'est 1,2% en fonctionnement. Alors, l'une des grandes critiques que l'on peut faire au gouvernement, c'est de dire, vous nous demandez de maîtriser nos dépenses de fonctionnement, mais par ailleurs, vous avez 50, 55, 60% de votre budget de fonctionnement que vous ne maîtrisez pas, qui est la masse salariale, qui est le GVT, qui est le point d'indice. Moi, je crois que cette demande très forte des élus locaux, et je sais à quel point monsieur le secrétaire général connaît ce sujet puisqu'on y travaille ensemble, c'est une demande totalement légitime. Il faut laisser aux élus locaux la liberté, en gardant un statut bien sûr, mais la liberté de maîtrise de leur masse salariale pour qu'effectivement ils puissent vraiment maîtriser leur budget de fonctionnement. Je pense que le plus simple, c'est de prendre désormais les questions de nos maires. Voilà, et madame, c'est à vous, vous vous présentez s'il vous plaît. Alors, le micro va se mettre en route. Sinon, on va commencer de ce côté, puis on vous donne la parole après. Allez-y, est-ce que le micro fonctionne? Bonjour, voilà. Guy Dailleux, maire de Cernusson, une petite commune de 350 habitants en Maine-et-Loire. Moi, je voulais vous interpeller plus sur les dotations globales de fonctionnement et les autres dotations, d'ailleurs, de l'État, pour réparer des injustices. Exemple, deux petites communes proches, une qui n'y a pas d'école publique, l'autre qui en a une, la mienne. Écart de dotation l'année dernière, elle est passée, elle, en commune nouvelle, 83%. Cette année, ça s'est réduit 50% d'écart de dotation, pas que de DGF, de l'ensemble des dotations. Du coup, moi, je vous fais deux propositions. D'abord, ramener de l'équité entre les communes historiques et communes nouvelles. Si l'État veut les favoriser, il prend cet argent-là, non pas sur l'enveloppe communale, mais sur une autre enveloppe, pourquoi pas une taxation des transactions financières, par exemple. Les deux propositions, c'est dans les dotations de tenir compte du revenu fiscal par habitant, qui est beaucoup plus juste que le potentiel fiscal et financier, qui est un peu hypothétique. Et du coup, le potentiel fiscal, lui, c'est la réalité de la richesse des habitants et d'un territoire. Et du coup, on pourrait corriger énormément d'inégalités. Deuxième proposition, pour pouvoir investir, nous, dans nos écoles publiques, et on n'a pas d'argent supplémentaire. Une commune qui a des dotations les a en fonction du nombre d'élèves scolarisés, qu'elle ait une école ou qu'elle n'ait pas d'école. Il faudrait revenir soit à un forfait, soit le sénateur Daniel Raoult, ex-sénateur de Maine-et-Loire, avait proposé il y a 2 ans, non seulement lui aussi de revenir au revenu fiscal comme critère très important, mais aussi de faire une moyenne des comptes administratifs sur un certain nombre de durées. Peu importe, pourvu qu'on avance, et qu'il y ait vraiment une prise en compte, si on veut maintenir des écoles publiques, notamment en milieu rural, de ces deux critères. Merci. Merci, monsieur le maire. Alors, le micro fonctionne de ce côté. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour, Marie-Hélène Herry, maire de Saint-Malo-de-Baignon dans le Morbihan, une commune de 517 habitants. Moi, je voudrais vous interpeller, monsieur le ministre, sur la suppression de la taxe d'habitation et l'injustice
qu'elle représente. En effet, je suis maire d'une commune qui a été extrêmement bien gérée par mes prédécesseurs, avec une dépense publique qui est très faible. Nous l'avons encore réduit depuis 3 ans suite à la baisse de DGF, mais là, nous sommes arrivés plus qu'à l'os, à la moelle. Et pour autant, maintenant, la taxe d'habitation va être supprimée, alors que nous avons une taxe d'habitation très faible. Si dans les années à venir, nous avions des difficultés, nous avions la possibilité d'augmenter légèrement cette taxe d'habitation très faible. Demain, ça ne sera plus le cas. Je trouve extrêmement injuste puisqu'aujourd'hui, c'est l'impôt de l'État qui va financer ce dégrèvement entre guillemets de taxe d'habitation. Il sera important dans des communes qui avaient des taux et des valeurs locatives élevées, et il sera très bas dans des petites communes rurales aux valeurs locatives faibles et aux taux très bas. Merci. On prend... Oui. Je ne voudrais pas... Allez, sur ce point, rapidement. Je ne voudrais pas échapper aux questions, donc je vais essayer de répondre le plus rapidement possible aux deux personnes. Je suis d'accord avec vous, monsieur le maire du Maine-et-Loire. Je pense qu'effectivement, c'est la question de la DGF et la façon dont elle est calculée. Et vous avez raison, il y a ceux qui ont des charges de centralité. Dedans, je mets l'école. Et il faut relativiser la centralité entre deux villages. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a ceux qui ont des dépenses de fonctionnement parce qu'ils ont des équipements publics auxquels d'autres communes participent, mais ils n'ont pas les mêmes ressources. Donc je pense que vous avez totalement raison. C'est pour ça que je pense qu'il faut revoir aussi la façon dont on calcule les dotations de l'État pour essayer d'être le plus proche possible de cette inéquité que vous évoquez, même si je ne partage pas votre idée que c'est par d'autres taxes qu'on finance ce genre de choses. Il me semble par ailleurs qu'on peut avoir un débat politique sur ce point, mais vous avez raison. Je veux dire à Madame le maire que la justice que vous décrivez, elle est aujourd'hui le cas. C'est aujourd'hui le cas entre communes. Il y a des communes qui ont la chance d'avoir beaucoup de personnes qui payent la taxe d'habitation, et il y a des communes qui ont moins la chance, et qui parfois se tapent aussi la centralité et donc doivent avoir des impôts élevés. Dans ma commune, il y a déjà 60% de gens qui sont exonérés de la taxe d'habitation, alors que j'ai les charges de centralité, et que les communes à côté ont beaucoup plus d'habitants, parfois 70% de gens qui payent la taxe d'habitation, et donc quand ils augmentent les impôts par exemple, ils ont plus de recettes fiscales qui est portée sur plus de monde. Et par ailleurs, ils n'ont pas les charges de centralité. Mais là où je voudrais dire, Madame le maire, qu'on peut être d'accord, c'est qu'il y a une liberté des taux. Le maire pourra toujours augmenter les taux l'année prochaine. Il n'y a aucun problème. Les taux seront maintenus. Alors, et pas simplement pour les 20%. Ils seront maintenus pour l'intégralité des contribuables. Et ça, c'est quand même un sujet. Alors ensuite, que vous me disiez, il faut revoir les valeurs locatives, je vous ai dit à quel point les choses étaient difficiles, à quel point elles étaient justes, parce que ça fait plus de 40 ans que personne ne l'a fait, qu'il faudra sans doute revoir, quand on réfléchira à la fiscalité, à une révision, notamment dans le cadre de la taxe foncière. Mais laissez-moi vous dire que je partage votre opinion. Simplement, cette injustice, elle existe déjà entre collectivités. Et c'est pas parce qu'elle existe et qu'il risque d'en avoir une autre si on travaille mal qu'il ne faut pas la changer. Alors, je suis bien d'accord avec vous là-dessus. La différence, quand même, c'est que cette injustice, elle est portée maintenant par l'État et que c'est nous tous qui sommes contributeurs des finances de l'État qui sont ensuite redistribuées. Pour votre information, c'est 46 000 € que je récupère de taxes d'habitation, 42 000 de taxes foncières non bâties. Je n'ai pas d'école, mais je paye les autres communes puisque nous avons un certain nombre d'enfants sur ma commune et le budget pour les écoles est à peu près de 42 000 €, c'est-à-dire l'intégralité de la taxe foncière non bâtie aujourd'hui. Donc vous le dites, effectivement on peut augmenter les taux, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, alors par exemple si je prends ma commune, nous avons les taux les plus bas de tout le canton. Je l'augmente, ça veut dire que les Malouins vont demain payer des impôts, alors que les communes d'à côté, hein, j'ai rien contre elles, hein, on est bien d'accord, qui ont des taux d'impôts plus élevés et qui vont récupérer de la part de l'État beaucoup plus d'argent, elles n'auront pas augmenté. Excusez-moi, mais je ne peux pas accepter d'entendre ça. Madame le maire. Alors on va peut-être éviter le dialogue. J'entends que vous ne puissiez pas comprendre ça puisque ce n'est pas tout à fait ce que j'ai souhaité dire. Je voudrais vous rappeler que vous aurez la même recette l'année prochaine. Elle sera dynamique par rapport à même si vous aviez des habitants supplémentaires ou des locaux supplémentaires. Donc vous n'aurez pas de difficulté de recette. Je comprends vos dépenses et je comprends votre bonne gestion, mais il n'y aura pas de différence de recettes entre ce que vous rapporte aujourd'hui la taxe d'habitation et ce que demain l'État va vous donner. Vous avez raison de dire que c'est la nation
qui va contribuer à cette redistribution. Et il n'y a pas de surprise puisque ça a été un débat électoral tranché par le peuple, me semble-t-il. Mais il n'y aura pas de difficulté et il n'y aura pas de conséquences si vous augmentez les taux. Ce n'est pas parce que vous aurez des recettes en moins. Vous aurez les mêmes recettes et elles seront dynamiques, d'où l'intérêt du dégrèvement. Voilà, on va passer de ce côté de la salle et c'est à vous, monsieur. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour, Anouar Kismoun. Je suis élu, je suis premier adjoint de la commune de Moutier en Savoie. Je salue mes collègues de la commission des finances de l'AMF. Et ils savent de quoi je vais parler, naturellement, du fonds de péréquation. Je voudrais qu'on s'arrête quelques secondes sur le fonds de péréquation, puisque la Savoie, enfin les Savoies, j'allais dire, ont une économie qui tourne principalement autour du tourisme. Le fonds de péréquation impacte aujourd'hui, si j'ose dire, la totalité des communes savoyardes, sans exception. Et naturellement la totalité des intercommunalités. Aujourd'hui, quand on ajoute, alors on est comme toutes les communes de France, naturellement, on subit aussi les baisses de dotation, on subit aussi, monsieur le ministre, vous en avez parlé, des transferts de charges de la part de l'État. Et sur le principe du fonds de péréquation, tous les élus, savoyards comme d'autres, sont d'accord naturellement pour faire de la péréquation, en clair prendre de l'argent dans les territoires qui sont un peu riches pour le donner vers ceux qui le sont moins. Ça, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que la particularité de la Savoie, c'est que c'est la commune qui crée du PIB, du produit intérieur brut. C'est lui qui crée c'est la commune qui crée la richesse. Et lorsqu'on impacte fortement, en tout cas de cette manière-là, les communes, c'est toute l'économie savoyarde qui ne crée plus de richesse. La Savoie était encore, il y a 3 ans, première destination, pas européenne, mondiale en matière de ski. Elle est passée à la 2e place. Alors on a été dépassé par les États-Unis. Alors les États-Unis c'est loin, on se dit, bon, finalement ce sont les États-Unis et c'est normal. Cette année, on est passé à la 3e place et c'est l'Autriche qui nous passe devant. Donc le lien entre la fiscalité, la péréquation et l'économie, le développement économique des territoires. Les finances des communes de station sont impactées durement et qu'aujourd'hui, les communes de station qui n'investissent plus perdent en compétitivité. Il faut étudier profondément cette situation. Si j'ose dire, et je ne voudrais pas terminer là-dessus, mais il y a quelque chose qui déconne là-dedans. On a bien compris votre propos. Madame, c'est à vous. Bonjour, Françoise Bignazet, maire adjointe à Salais-sur-Sanne, une commune de 4500 habitants de la vallée du Rhône, la vallée de la chimie. Je venais vers vous l'an dernier pour exprimer ma perplexité face à la DGF négative et à l'impossibilité d'y faire face en novembre alors que notre budget était voté en mars. En mars aussi, M. Macron, futur président, disait aux maires « Il n'y a pas de liberté sans marge de manœuvre dans les choix budgétaires et c'est d'abord la liberté financière des collectivités locales que nous assurerons. » Il a dit aussi « Je m'engage à ne pas baisser les dotations, mais je demande un effort pour baisser les dépenses des collectivités. N'ayez crainte, depuis plusieurs années, nos dépenses ne cessent de baisser. » Salais-sur-Sanne est une commune solidaire et nous en sommes fiers. Salais est solidaire pour les personnes qui l'habitent, en mettant en place des services publics, mais aussi solidaire avec ses collègues par le biais du FPIC et solidaire pour les entreprises, même celles que d'autres ne veulent pas. Nous accueillons ainsi 10 et bientôt 11 entreprises Céveso seuil haut. Nous sommes fiers de notre passé et de notre présent de ville industrielle, mais nous ne sommes pas Neuilly. Je vais vous demander de conclure, s'il vous plaît. Nous avons des recettes réelles de fonctionnement qui font que nous sommes considérés comme une commune riche. Sur cette base, l'État nous a placés à la 13e place en 2016 et à la 16e place en 2017 au truc des communes qui payent le plus de contributions au redressement des finances publiques. Comment justifier que notre contribution ait augmenté de 42% cette année, alors que la contribution moyenne a augmenté de 10%? Voilà notre le problème donc, des territoires industriels. Merci Non, je m'interroge sur la mais vous avez beaucoup de collègues qui doivent encore intervenir et le temps qui nous est compté. Ni en 2016, ni en 2017, je ne vois les communes les plus riches dans la liste des contributeurs.
nous hébergeons des usines chimiques qui offrent près de 4000 emplois pour 4500 habitants. Les charges induites par ces implantations sont importantes. Nous finançons des travaux sur les habitations dans le périmètre du PPRT, qui gèle une partie de notre territoire. Nous finançons une chargée de mission Merci, pour gérer vous êtes en train notre de plan priver communal vos autres collègues de temps de parole. Je termine, ne vous inquiétez pas. Nous avons, sans parler de notre participation active au suivi environnemental global, comparer les collectivités sur leur seule réelle recette de fonctionnement sans prendre en compte les charges est très inégalitaire. Nous n'hébergeons pas de sièges sociaux de banque. L'État ne devrait-il pas en prendre en compte ? Donc la ressource du temps, et c'est comme la ressource financière, elle est limitée et malheureusement, Monsieur le Ministre va nous quitter dans un instant, mais allez-y. Ce que je vous propose, parce que je trouve effectivement que le débat est totalement passionnant, et je comprends toutes vos questions. J'entends la question de la montagne. Les élus de la montagne sont déjà venus me voir et je comprends qu'il faut que nous regardions les choses avec solidarité mais avec justesse. J'entends aussi ce que dit Madame sur la DGF négative, je pense l'avoir dit dans mon propos introductif. Alors ce que je propose, si Monsieur le Président Léniel me le permet, parce que je dois vraiment aller au Sénat désormais, c'est de vous laisser mes coordonnées et que si vous avez des questions, et notamment des questions très directes, vous me faites un petit message. Et c'est mon portable personnel. Vous comprendrez donc, je fais ça avec mes habitants aussi et j'ai pas changé de portable depuis 10 ans, donc tout se passe bien. Qu'un petit SMS permet de vous rappeler ou de vous renvoyer directement la réponse que c'était, parce que je voudrais pas être impoli vis-à-vis des maires de France. Alors on le transmettra peut-être à un autre moment parce qu'on est retransmis sur les chaînes de télévision, Monsieur le Ministre. Ça ne me dérange pas. Vous êtes en direct sur quoi là aujourd'hui Public Sénat en particulier. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Je vous donne mon mail alors, ça vous va? Je vous donne mon mail, allez. Donc c'est Darmanin Gérald. Si pour ceux qui souhaitent me poser des questions, j'en suis fort confus. darmaningerald@icloud.com. C'est mon mail personnel. N'hésitez pas et je vous répondrai à chacune et à chacun. Peut-être pas dans les 24 heures, vous comprendrez. Voilà, je suis vraiment confus. Twitter, bien sûr. Avant que Gérald Darmanin nous quitte. Simplement. Comme tout cela est bien entendu enregistré, noté, ce que je propose, c'est que l'AMF fasse le facteur, que nous prenions les questions auxquelles il n'aura pas été répondu et que nous le transmettions à Monsieur le Ministre. Ça me paraît la bonne solution. Ensuite, le temps législatif et de construction de la discussion budgétaire vous impose donc d'aller au Sénat. Je demanderai à nos coprésidents qui vous raccompagnent de nous rejoindre tout de suite pour continuer cette discussion avec tous les éléments du débat qui ont été posés en début de matinée et en particulier les deux questions principales qui sont celles des dépenses de fonctionnement, de leur encadrement tel qu'il est annoncé et également de la capacité d'investissement des collectivités locales. Alors on peut peut-être, André Léniel, poursuivre le débat dès maintenant et continuer. Alors c'est à vous, Madame. Oui, bonjour. Marilène Perrard, je suis maire d'une commune périurbaine, rurale, de moins de 2000 habitants. Alors, j'ai bien écouté Monsieur le Premier ministre mardi, j'ai bien écouté Monsieur Darmanin, et ils nous ont raconté une belle histoire. Une belle histoire, ils ont surfé sur les chiffres, sur les mots, mais quand je suis dans mon village, je ne raconte pas d'histoire, je raconte la réalité des choses. Alors, mes collègues ont bien évoqué les difficultés financières dans lesquelles le pouvoir exécutif va nous plonger avec cette suppression de la taxe d'habitation. Mais au-delà, ce qui est très grave, c'est le coup très dur porté à la démocratie, à la véritable démocratie. Et là, on n'y prête pas attention et nos ministres ne nous en parlent pas. Ce qui est très grave, c'est que la taxe d'habitation est une composante essentielle de l'autonomie fiscale et administrative de nos communes. Et au-delà de la taxe d'habitation qui va être supprimée, il y a d'autres actions qui vont aussi pénaliser et faire que nous assistons désemparés à une recentralisation des pouvoirs et à une attaque importante du principe constitutionnel de la libre administration des communes. Aujourd'hui, on nous répète sans arrêt que la commune est la cellule de base de la démocratie. Mais si on nous enlève les compétences, si on nous enlève nos ressources,
Comment on peut être une cellule de base de la démocratie? Voilà, c'était ces questions-là que je voulais poser à M. Darmanin. Merci, madame. On va prendre encore une question, puis on y reviendra dans ces échanges, et puis on va entendre aussi nos intervenants de ce matin. C'est à vous, monsieur. Monsieur Deschamps, là, je suis maire adjoint d'une commune dans Parlez bien dans le micro. Dans le département de l'Allier, qui fait 400 habitants. J'avais un cri du cœur à lancer à monsieur Darmanin. C'est le suivant, c'est que il y a 80% du territoire où il y a 20% de la population, on n'en parle jamais. Les petites communes. Quand on voit dans les médias ce qu'on appelle une petite commune de 3000 habitants, 4000 habitants, pour moi, c'est pas ça. C'est des communes qui ont 500 habitants et moins. Mais jamais on en parle. Je suis venu au colloque d'hier matin, on a parlé des métropoles, etc. etc. Ah, je crois qu'on a beaucoup parlé des communes rurales. Pas beaucoup des petites communes. Et les médias, encore moins. Mais je voulais dire à M. Darmanin, c'est un homme intelligent. Il a preuve, entre le premier tour et le deuxième tour, il a changé un peu, il s'est adapté. Mais je comprends pas. Mais je ne comprends pas son mécano budgétaire, parce que on fait un prélèvement de la CSG de 1,7%. Le gouvernement se dit il faut que je compense une partie de ces gens. Alors on dégrève la taxe d'habitation. Mais comme on a dégrévé la taxe d'habitation, on va compenser les communes. C'est un jeu de finances circulaire. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Bon, on aurait pu très bien exonérer les gens les 80% de gens de la taxe d'habitation, pas de la taxe d'habitation, mais de la CSG. L'affaire était jouée, on n'en parlait plus. Et deuxièmement, c'est un impôt qui est injuste. Mais pourquoi il est injuste? Parce que les grandes communes ont des DGF qui sont bien supérieurs à ce qu'on a les petites communes. Et à partir de là, elles peuvent avoir des taxes d'habitation qui sont beaucoup moins élevées. Ça, c'est un autre problème. Troisièmement, j'ai cru comprendre, mais là, je me demande si j'ai bien compris, que si on augmente les taux de la taxe d'habitation en 2018, on va être compensé avec l'augmentation des taux. Est-ce que j'ai bien compris? Je crois que Philippe Laurent va vous répondre et que la compréhension justement entre l'augmentation des taux et l'évolution du dégrèvement n'est pas aussi automatique. Ce que j'ai compris aussi, on a eu les tableaux du Sénat qui viennent d'être publiés, c'est la résidence secondaire. Qu'est-ce qu'elle devient dans tout ça? Alors les résidences secondaires, si on augmente les taux, ils vont absorber l'augmentation des taux et ils ne seront pas compensés. Et les résidences secondaires valent bien les résidents à titre principal. Ils animent nos communes. Dernière question. Je ne comprends pas comment on peut avoir des effets de seuil tels qu'on a dans nos finances publiques locales. Parce que nous, notre commune, brutalement, elle était dans la fraction cible de la dotation de solidarité rurale. Et cette année, elle en sort parce qu'elle n'est plus dans les 10 millièmes communes les plus défavorisées. Mais on n'a pas de visibilité. Le fonds de péréquation de la taxe professionnelle, pareil, vous y êtes. Et l'année d'après, vous n'y êtes plus. Comment vous voulez faire des budgets? Vous ne pouvez pas faire les budgets. Merci, monsieur le maire. Je vous propose qu'on repasse un peu la parole et qu'on ait le débat avec ceux qui nous ont rejoints ce matin. Puis on reprendra à nouveau ce dialogue avec vous dans un instant. Philippe Laurent, là, ou Antoine Homé d'ailleurs, sur la question de votre collègue et concernant l'évolution et la liberté que vous avez certes d'augmenter les taux, mais la conséquence de cette augmentation. Il faut que je me fasse le porte-parole maintenant du gouvernement et du ministère de l'Action et des Comptes Publics. Ah, non, mais si. Alors, non, mais enfin, un élément de compréhension. Il paraît qu'il y a des nominations de ministres qui arrivent, alors je vais le faire. Bon. Non, alors c'est ça. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que lorsque la collectivité, la commune augmente ses taux, par exemple en 2018, la petite partie d'augmentation qui correspond au produit de cette augmentation des taux est perçue par la commune, y compris sur la part exonérée. Je regarde la direction. Voilà, acquiescement au premier rang de l'administration centrale. Devant, là, qui, voilà, et ça sera payé par le contribuable. Voilà, c'est-à-dire que sur la partie exonérée, c'est ça, hein, sur la partie, il y a une partie exonérée. Si le taux ne change pas, elle est exonérée. Si le taux change, le contribuable repaye la petite partie qui est au-dessus c'est ça. Voilà, André Léniel dit alors, si ça baisse, rattrapés en 2020 par la patrouille. Si ça baisse, ça je ne sais pas. Non, c'est pas sûr. Frédéric Cuillerier, si ça baisse, l'État baisse.
Ils ne se sont même pas posé la question, alors que le ministre lui-même a baissé ses taux, il l'a dit. Alors, ça c'est un problème. Alors, je crois que s'il y a des questions et des réponses techniques, on pourra vous donner la parole. Mais vous souhaitiez intervenir, Frédéric Cuillerier. Je rappelle que vous êtes le président des maires du Loiret et également membre de cette commission des finances de l'AMF. Oui, juste une remarque pour ajouter à ce que vient de dire notre président. Finalement, on va avoir un président de la République généreux et un maire qui va charger ses administrés par une dépense supplémentaire. Voilà la situation qu'on nous propose. Alors moi, je voulais très rapidement quand même exposer la situation des communes aujourd'hui et faire ce diagnostic, mais pas faire ce diagnostic pour nous mettre un couteau dans le cœur et dire ça va mal, mais faire ce diagnostic pour dire qu'est-ce qu'il faut faire demain pour que ça aille mieux à partir de ce qui a été mal fait hier et aujourd'hui. Où en sommes-nous, les maires en France? Eh bien, un certain nombre de communes sont au bout des efforts possibles. Et j'ai sur ce point de multiples témoignages convergents, avec des marges d'autofinancement qui sont désormais nulles ou quasi nulles. Et je citerai les 3 raisons et les 3 exemples qui expliquent qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes collègues qui viennent me voir et qui me disent « moi je suis dans le rouge et je ne sais pas comment demain préparer mon budget de 2018 ». On a bien sûr, et ça a été très bien dit, la baisse des dotations pendant 3 années consécutives, mais on a aussi des exigences qu'on nous a imposées unilatéralement. Bien sûr, l'étape, 150 € par enfant, compensée à hauteur de 50 €. Des études aussi qu'on nous impose à chaque transfert de compétences vers les intercommunalités. Mes collègues, vous le savez, par exemple en matière d'eau et d'assainissement, si on veut essayer de travailler, eh bien il faut commencer par une étude et ces études, on les a chiffrées. C'est à peu près 500 000 € par intercommunalité avant même de transférer cette compétence pour savoir où on va. Alors on pourrait peut-être là se dire qu'on pourrait prendre un peu de temps et ce serait des économies pour nos communes et ce serait des économies aussi pour le budget de l'État. Un PLUI qu'on nous demande de réaliser avec beaucoup de contraintes environnementales, c'est 300 000 €. Et puis, vous savez, moi je suis maire depuis 1980, ce qui ne me rajeunit pas, mais j'ai connu toutes les lois de décentralisation et je bondis, mes collègues, je bondis quand j'entends dans certains milieux dire « vous avez embauché dans tous les sens, etc. » Mais pourquoi est-ce qu'on a embauché? On a embauché parce qu'on nous a transféré des compétences et qu'il a fallu assumer ces compétences. J'en citerai 2 ou 3. On voit, et c'est même plus un transfert de compétences où on en arrive aujourd'hui, c'est l'abandon total d'un service public à nos communes. Les cartes nationales d'identité, les passeports. Nous allons quitter ce grand auditorium de l'AMF, mais nous allons continuer à parler de finances. Cette fois-ci au Sénat, on va retrouver Saveria Rojek. Bonjour Saveria, nous allons suivre avec vous l'un des temps forts de la session parlementaire, puisque dans quelques minutes va débuter au Sénat l'examen du budget. Absolument, Oriane. Le début de l'examen du projet de loi de finances qui commence dans quelques instants maintenant, avec bien sûr tout d'abord la discussion générale et le discours du ministre de l'économie Bruno Le Maire, suivi du rapporteur général de la commission des finances Albéric de Montgolfier. Les sénateurs vont entamer l'examen de cette première partie, la fiscalité. Et c'est cette partie qui contient les dispositions les plus polémiques de ce budget, la réforme de la taxe d'habitation. Ce sera l'article 3, la réforme de l'impôt sur la fortune, l'ISF, et la réforme du prélèvement forfaitaire unique. Alors bien sûr, la majorité sénatoriale veut reporter cette réforme de la taxe d'habitation. Gérard Larcher a encore fait des propositions en ce sens hier. Et puis contrairement à l'an passé, le Sénat va aller au bout de l'examen du projet de loi de finances. Il ne rejettera donc pas en bloc ce premier budget du quinquennat Macron. La droite annonce qu'elle votera le volet recettes. En revanche, elle souhaite plus d'efforts sur les dépenses. Voilà donc Oriane pour ce projet de loi de finances dont l'examen va commencer d'ici quelques instants maintenant dans l'hémicycle du Sénat.
Merci beaucoup Saveria, je vous redonne la main dans quelques secondes et puis nous on se retrouve ici en direct de ce 100e congrès des maires à partir de 13h. Vous vivrez les meilleurs moments de cette table ronde sur les finances qui a lieu en ce moment même dans l'auditorium. Puis nous aurons également un débat en plateau sur ce sujet en compagnie de 4 maires. Et puis n'oubliez pas, cet après-midi à partir de 16h, nous vivrons la séance de clôture de ce 100e congrès avec le discours très attendu du président de la République Emmanuel Macron. À tout à l'heure à 13h. Et à tout de suite au Sénat pour l'examen de ce budget. Public Sénat et l'AMF, avec le soutien d'EDF, inventons ensemble votre avenir énergétique et la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous ont présenté le 100e congrès des maires de France.